Vous êtes debout jusqu'à la taille dans une profusion de mousse et de fougères, dans une herbe douce et épaisse, au cœur d'une clairière envahie par la forêt. Lorsque soudain, vous remarquez quelque chose d'étrange. Une vive flash de lumière dans le ciel, qui paraît immédiatement étrangère au ciel habituel. Cette lumière apparaît là où elle ne devrait pas être, dans ces régions où n'atteignent pas les nuages ordinaires, comme une excroissance inattendue et indésirable du plafond céleste. Et en à peine 6 semaines, vous découvrirez la vérité effrayante. Vous allez mourir. Mais pas parce qu'une force invisible menace toute vie sur la planète, ou qu'une catastrophe déclenchera une tragédie plus terrible que toute guerre ou tremblement de terre. Non, la cause de votre mort recèle un sens bien plus profond. Elle se cache en vous-même, dans votre être, dans votre nature. Mais en ce moment précis, ce dernier instant merveilleux et stable, lorsque vous vous sentez maître du monde, vous ne comprenez pas encore tout le danger. Vous ignorez que vous êtes bien plus qu'il n'y paraît à première vue. Vous êtes 8 tonnes de puissance tendue, le sommet de la chaîne alimentaire, le chef incontesté de ce territoire, un ancien prédateur de l'époque. Vous avez 35 ans, et durant tout ce temps, vous avez maîtrisé toutes les subtilités de la chasse, jouant parfaitement le rôle de seigneur de ce monde. Vous avez facilement survécu à de nombreux dangers. Vous avez brillamment brisé le crâne d'un tricératops, ses dents puissantes, d'une force de 7000 livres, laissant des blessures profondes, et votre odorat vous aidait à repérer la proie à 3 km. Votre nez représente presque la moitié de votre cerveau, si précieux, cette acuité sensorielle. Vous êtes conçu pour chasser, tuer, survivre. Et durant cette longue période d'existence, qui dépasse 2 500 000 ans, votre espèce n'a connu aucune égalité, régnant sans partage sur cette partie du monde. Vous êtes le sommet de la chaîne de la vie, un dieu ancien de la chasse, et personne n'a osé tenter de s'attaquer à votre trône. Mais à cet instant, tout change. La lumière devient de plus en plus brillante, et votre regard, le plus grand de tous les animaux terrestres de l'histoire, se pose sur l'horizon, tendu comme chez un rapace prêt à attaquer. Vous observez une bande lumineuse qui s'étale lentement sur le bord sud de l'ovale céleste. À cet instant, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ignorez que devant vous se trouve probablement une masse de roches en chute, d'environ 9 km de largeur, se précipitant à 40 000 miles à l'heure. Vous ne percevez pas que cet immense amas de pierres va bientôt libérer dans l'atmosphère une énergie comparable à celle de plus d'1 milliard de bombes atomiques. Tout ce que vous pouvez ressentir, c'est une angoisse intérieure, une perception instinctive d'un danger imminent. Et pour la première fois de votre vie, cette sensation n'a aucune signification. Elle n'est dictée par rien de concret, ne vous guide pas, ne vous indique pas d'arrêter. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous commencez à comprendre. La terre sous vos pattes commence à vibrer et à bouger. Pas simplement à basculer, mais à trembler violemment. Tout le continent semble ébranlé, incliné sur le côté, comme si quelqu'un l'avait frappé d'un coup puissant, et vous sentez tout autour vibrer. Il ne tremble pas simplement, ou ne craque pas seulement, il vacille littéralement, comme une nappe tendue et étirée au maximum, sur le point de se déchirer en son point faible. La terre sous tes pattes sort du contrôle. Elle craque, se déchire, les racines des arbres, chaque arbre, comme des pièces d'un mécanisme, se tendent et grincent de façon sourde, abandonnés sur le sol sous la poussée de la terre qui rebondit. Les branches se brisent, les arbres se plient, puis commencent à tomber. Ce n'est pas un vent fort, ni une tempête, c'est la terre elle-même, poussée de l'intérieur, qui doit changer de rythme, déchaînant le chaos, faisant résonner la forêt, grinçante et s'effondrant comme si elle voulait se débarrasser de quelque chose d'inutile ou d'étranger. Le centre de cette secousse, pas une seule, mais une série d'ondes qui secouent avec une force égale toute la planète. Une puissance énorme à l'intérieur de la Terre tente littéralement d'arracher tout ce qui est superflu, en chauffant brutalement la couche interne, créant des oscillations puissantes et des cascades de déplacements géologiques. Et pendant que tu balances littéralement au bord de la perte d'équilibre, le ciel commence à changer devant toi. Il brille d'abord d'une lueur rougeâtre ou orangée, comme une blessure sur le corps du monde qui s'étire à l'horizon. Tu sens que ton cerveau est incapable de comprendre ce que tu vois précisément. Peut-être un feu? Mais ce flux de flammes,
ce n'est pas ce que tu as l'habitude de voir. Il ne se déplace pas de façon à couvrir tout l'horizon en même temps. Le flux de feu ne chauffe pas l'air au point de le rendre perceptible comme à l'intérieur d'un four. Pourtant, à chaque seconde, la lumière devient plus brillante, plus chaude, presque en train de brûler l'espace environnant. Et soudain, elle se transforme en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus effrayant et de plus grandiose. Que se passe-t-il au-dessus de ta tête? Ce n'est pas seulement l'aube ou le coucher de soleil, mais une multitude de fragments d'ondes de choc, expulsés du vortex de la collision, qui reviennent du ciel en force. Ils tombent à une vitesse effroyable, chauffés à des centaines de degrés, comme des morceaux de métal ou de verre en fusion déchirant l'atmosphère en morceaux. Et toute cette chaleur insupportable, tombant du haut, te presse comme si tu étais au centre d'un énorme four réglé à la température maximale. Tu ne peux pas comprendre la science, tu n'es qu'un être vivant, arraché à une époque où de telles catastrophes n'existaient pas. Tu es un dinosaure, tu es un tyrannosaure, et ta vie repose sur une fine ligne au bord du vide de cet événement extraordinaire et terrifiant. Et dans cet instant, alors que toute ta perception fait face à un chaos dévorant, tu commences à ressentir que la limite de tes sensations et de tes instincts est une frontière fragile. Tu es le sommet de la chaîne naturelle et évolutive, une machine de tuerie indéfinissable, créée par des millions d'années de sélection minutieuse. Et toutes tes compétences, toutes tes connaissances et habitudes, aiguisées par des années de chasse, semblent soudain vouloir jaillir pour t'aider à survivre. Mais même lui, ton instinct parfait, aujourd'hui est impuissant. Ses craquements disparaissent, ses conseils sont vains. Car devant toi se déroule un événement qui dépasse tout ce à quoi tu étais habitué à faire confiance. Tu sens que quelque chose d'important, quelque chose d'épouvantable, quelque chose d'inévitable et d'inexpliqué se passe maintenant. Et si vite que, en un clin d'œil, tout autour de toi, la terre, le ciel, l'air, va se transformer au point de ne plus être reconnaissable. Tu es parfaitement conscient que ton corps s'échauffe aujourd'hui à des niveaux auparavant inaccessibles, et cette sensation devient de plus en plus intense à chaque minute. Au fond de toi, dans ta tête, existe un système de refroidissement spécial, créé par la nature pour de telles situations. Dans le crâne, il y a des ouvertures qui, avec le temps, sont devenues une sorte d'échangeur de chaleur. Elles sont remplies de tissus enrichis d'une multitude de vaisseaux sanguins. Ce sont précisément ces vaisseaux qui jouent un rôle crucial. Ils évacuent l'excès de chaleur lorsque ton corps se réchauffe, en la faisant sortir par ces trous et en maintenant un équilibre thermique. Pendant plus de 30 ans, ce système unique ne t'a pratiquement jamais fait défaut, conservant une température corporelle stable indépendamment des conditions extérieures. Il a su faire face à des surchauffes extrêmes provoquées par la chasse, à la chaleur oppressante des étés, aux épreuves que t'a infligées l'époque du Crétacé, à la chaleur du soleil venimeux, aux dangers et défis que la Terre te lançait à cette époque lointaine. Pourtant, aujourd'hui, ce dispositif fiable commence à faiblir. Ces ouvertures dans le crâne, destinées à la régulation thermique, se mettent soudain à fonctionner à l'envers. Elles chauffent plutôt qu'elles ne refroidissent. La température interne de ton corps augmente inexorablement, s'élevant de plus en plus. Ton corps réagit. Le sang commence à circuler plus rapidement dans ce système de refroidissement, qui, au lieu de disperser l'excès de chaleur, devient une source supplémentaire de surchauffe. Tu as l'impression de bouillir à l'intérieur de toi-même, comme si quelque chose en toi, à partir de la tête, montait progressivement vers des écailles en feu, devenant chaude au toucher. La chaleur est si intense qu'on a l'impression qu'elle ne provient pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'air environnant, comme si un foyer flamboyait à l'intérieur. Tu sens que tu dois agir immédiatement. Bouge, cherche de l'eau, cherche de l'ombre, abaisse ton corps autant que possible. Peu importe comment, l'essentiel maintenant est de réduire la température interne pour ne pas périr. Tu serres les jambes et tu te diriges à travers la végétation mourante de fougères vers la rive de la rivière, que tu sais se trouver à environ une moitié de mile à l'est. Mais tu tiens difficilement, sentant que quelque chose ne va pas. Tes jambes deviennent lourdes et semblent refuser de t'obéir, devenant incroyablement chaudes. Tes muscles protestent,
Ils n'ont pas été confrontés depuis longtemps à une telle douleur et à cette sensation de surchauffe. Au-dessus de toi, le ciel s'étend. Il est teinté de nuances d'orange profond et de rouge sang, donnant l'impression que la capitale de l'enfer de feu s'étend là-haut, et la chaleur semble omniprésente, dans l'air, sur le sol, à l'intérieur de toi. Pas la moindre ombre, aucun refuge à l'horizon, car l'espace céleste semble en feu, diffusant la chaleur de tous côtés. Mais malgré ce temps, tu ne t'arrêtes pas, et sans baisser les bras, peu importe ce qui se passe autour, tu avances vers la rivière. Enfin, tu atteins sa rive. Sans réfléchir, tu te jettes dans l'eau, sentant ton corps gigantesque s'enfoncer lentement dans la vase et la boue près du rivage. Tu descends petit à petit, jusqu'à ce que seule ta tête dépasse de la surface de l'eau. L'eau caresse tes écailles avec un sifflement. Elle ne bout pas, mais est suffisamment chaude pour que de petites colonnes de vapeur se forment lorsqu'elle touche ta peau très chaude. Cette sensation est étonnante. Il semble que l'eau te soutienne d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ta température interne stable. À cet instant, grâce à la rivière, tu ressens que c'est cette cachette naturelle qui t'a protégé. Les courants d'eau t'aident pleinement à te reposer du soleil brûlant et à te protéger de cette chaleur mortelle qui tombe du ciel. Pendant un certain temps, pendant que tu restes dans l'eau, la température à l'intérieur de ton corps se stabilise et tu commences à ressentir une certaine légèreure, comme si ce n'était pas le ciel avec sa chaleur tyrannique qui régissait le monde, mais la nature elle-même, malgré les changements catastrophiques. Mais soudain, tu remarques quelque chose qui t'était auparavant invisible, quelque chose qui passe lentement à côté de toi. Ce sont des poissons. Beaucoup d'entre eux, des centaines, peut-être même des milliers, qui remontent à la surface, la bouche grande ouverte, comme s'ils demandaient de l'air ou tentaient de se débarrasser d'un destin horrible. Toute l'eau autour devient une scène de jugement. Leur corps, argenté et brillant, reflète la lueur orange vif du coucher du soleil, et ils dérivent doucement avec le courant, comme des feuilles mortes emportées par le flot. Mais ces poissons, faisant partie de ce spectacle naturel, ne sont pas destinés à survivre dans de telles conditions. Leur mort est liée à des changements très graves dans la composition chimique de l'eau, qui la rendent mortellement dangereuse. Non seulement parce que la température de l'eau a dépassé la limite autorisée, mais aussi parce que de l'acide, provenant de l'atmosphère ou de la surface terrestre, s'est infiltré dans l'eau, réagissant avec la solution aqueuse et brûlant leurs branchies fragiles, celles qui, il n'y a pas si longtemps, leur permettaient encore de vivre dans ce milieu aquatique. Partout autour de toi, les poissons meurent. Leur corps, argenté et scintillant, commence à descendre le long du courant, se répandant à travers tout l'espace aquatique qui s'approche de la rive, se mêlant aux reflets orangés et rouges du coucher de soleil, comme pour symboliser la mort qui approche. Mais c'est cette scène sombre qui retient encore ton regard plongé dans l'eau. Tu continues à regarder, parce que ce qui te fait lâcher prise, c'est l'odeur qui émane de ces poissons morts, son caractère et sa saveur amère et tenace, qui te force à te retirer de l'eau. Tu sens que tu n'es pas seul dans ce monde, que d'autres êtres vivants se trouvent à côté de toi. Et tu connais depuis longtemps leur odeur. Ce sont leurs marques territoriales particulières. Depuis ton enfance, tu as entendu leurs cris profonds, rauques et résonnants, qui semblaient traverser la terre et les kilomètres, comme un grondement. Tu ressens amèrement que la carte chimique de ce monde, cette carte des territoires et des querelles, qui existe depuis le jour où tu es né, s'est depuis longtemps épaissie de nouveaux signes et frontières. Les limites que tu connais, marquées par l'odeur, sont les anciennes et toujours actuelles marques de tes parents et de tes ennemis. À l'est, sur ta route de sorcière, apparaît la trace que ta mère a laissée il y a longtemps, son sentier. Il est marqué par une triple vieille odeur indiquant son passage. Au nord, des frontières marquées par une odeur acérée de fer et de fumée, symbole de la présence d'un étranger nouveau, dont les habitants veulent défendre leur territoire. Au sud, se trouve un endroit familier, des frontières tracées par une femme avec laquelle tu t'es uni ou affronté jadis. Ce sont des lieux où elle a depuis longtemps disparu de ta vue, changeant sa trajectoire. Et tout cela forme une carte à laquelle tu t'orientes depuis longtemps. Cette sensation de stabilité et de permanence a été construite au fil des siècles, comme si le soleil et la terre étaient éternels, des éléments immuables de la vie. Mais tout comme le soleil ou la terre,
ce vieux monde familier et sûr commence lentement à changer. Et pour la première fois depuis longtemps, l'indicateur le plus évident disparaît, l'ennemi qui vivait au nord. Ces marques, qui rappelaient sans cesse sa présence, ont brusquement disparu. À leur place apparaissent de nouvelles marques, et elles se distinguent nettement par leur odeur. Un goût métallique, fugace, mais très puissamment perceptible, s'y manifeste. Il sort des frontières de la réalité habituelle, se fond avec les fantômes de la terre en flammes. Et maintenant, cette odeur est comme un dernier signal, annonçant que tout a changé depuis longtemps, que s'est installée une nouvelle condition, inconnue auparavant. Tu ne verras pas comment cela se produit. Il n'est pas du tout nécessaire de voir ou de savoir à l'avance, car souvent, les événements se déroulent si rapidement et de manière si inattendue qu'on peut à peine en avoir une idée. Mais c'est ainsi que ça arrive. Le feu, tel une vague malévole, déferle sur son territoire, engulfant tout autour. Il n'a pas réussi à sortir de la zone dangereuse à temps, et le feu l'a surpris. Le brasier atteint les frontières de ses possessions. Et cette frontière, ce n'est pas simplement une ligne tracée sur une carte. Pour la première fois dans toutes ces années qu'il se souvienne, elle lui paraît fiable et infranchissable, renforcée par ses connaissances et son expérience. Et soudain, cette frontière disparaît, se dissolvant dans l'odeur de chair brûlée et de graisse carbonisée. Ainsi, discrètement, sans un cri ou un avertissement, la catastrophe imminente se lève. La femelle du Sud, qui roulait habituellement calmement vers le sud, se retrouvera bientôt en danger. Sa trace s'arrête sur une rive de rivière effondrée, où un récent tremblement de terre a affaibli le sol meuble, le transformant en une masse fragile et friable. La tristesse envahit son cœur pendant qu'il attend que l'odeur se déplace, afin qu'elle puisse s'en extraire et continuer sa route. Il sait qu'elle doit ressentir quelque chose, et, laver de la saleté, poursuivre sa marche. Mais l'odeur qui était auparavant un phare pour lui ne bouge pas. Il se lave simplement dans les sables du temps et disparaît, comme s'il se dissolvait dans les flux du brouillard à venir, recouvert d'une couche de cendres et du poids croissant de la mort qui s'abat de toutes parts. Sa troisième direction, c'est sa mère. Sa trace le mène vers l'est, vers une parcelle de forêt qui, le matin, apparaissait comme une vieille masse de conifères. Pourtant, à présent, ce jour semblait s'être écoulé il y a des millions d'années. Les forêts avec leurs arbres résineux, ces mêmes arbres brûlés de façon furieuse à ces heures-là, semblables à des flambeaux en flammes, s'élèvent dans l'air, tongs de feu enlevés. Leurs colonnes orange vif, même vues de loin, paraissent gigantesques, se mêlant au ciel orangé, peint d'une teinte identique. La trace de son odeur mène directement au cœur de ces flammes, là où la terre et le feu se rejoignent. Il s'est tapi, attendant, scrutant le paysage chimique, cherchant au moins une preuve qu'elle ait peut-être fait demi-tour, tourné en rond ou parti quelque part, vers une autre forêt, un refuge, un endroit sûr. Il espère sincèrement qu'elle est quelque part, car peut-être s'est-elle simplement cachée ou est partie par un autre chemin. Le vent change soudainement, et il inspire profondément, tentant de percevoir la moindre trace de sa présence. Ses narines, si larges qu'on pourrait les comparer à des poings, filtrent attentivement chaque molécule, chaque trace aromatique. Il sent qu'elle n'est pas là. En ce lieu, où l'air devrait être imprégné de son odeur, il n'y a rien. Il ne peut pas comprendre la mort comme un humain. Il n'a pas d'ossature intérieure pour les concepts abstraits de disparition éternelle. Mais il comprend la disparition de la signature, la trace qui aurait dû rester. Et avec un profond sentiment d'injustice et d'anxiété, il réalise qu'il manque quelque chose de très important. Dans le monde qui l'entoure, quelque chose d'essentiel a été cassé, quelque chose s'est brisé en lui ou autour de lui. Tout ce tableau, ce monde qu'il avait l'habitude de considérer comme correct, a soudainement failli. Au fil des heures, les signaux continuent de disparaître un à un. Ils s'évanouissent comme s'ils se dissoudraient dans la cendre ou s'évanouissaient dans un silence implacable. Peut-être parmi eux se trouve un jeune représentant de son espèce, né il y a seulement 3 saisons, un enfant piégé dans une rangée de palmiers qui a enflammé la première vague de feu. Peut-être s'agit-il d'un vieux mâle, vivant à une vingtaine de milles au nord, dont le sens de l'odorat s'interrompt soudainement, comme par un mur invisible.
Aucune trace d'incendie, de destruction ou d'attaque cardiaque. Rien n'explique pourquoi son odeur a disparu. Tout pourrait être stress, vieillesse, maladie, mais cela reste indéterminé. Finalement, cette odeur disparaît simplement, comme si une ombre invisible l'avait voilée, et elle n'est plus, comme si elle n'avait jamais existé. Lorsque la température extérieure baisse progressivement et que la chaleur ne dure un peu plus longtemps que quelques heures, soit environ 6 heures après l'apparition de la première zone de lumière vive dans le ciel, la carte d'identification chimique qui couvrait tout leur groupe ou leur espèce est presque complètement épuisée. La simple odeur, cette partie de l'odeur qui occupait auparavant leur espace, est à peine perceptible désormais. Dans son cerveau, dans cette immense région responsable du traitement des sensations, de la perception des odeurs et de leurs sens, la recherche continue encore. Il respire et reconstitue dans sa mémoire tous les arômes qu'il connaît. L'odeur de déjection de Tricératops, celle d'un homme, d'une femelle, celle du cendre, de la forêt de conifères, de la résine, de l'eau du fleuve, de la boue, d'un rival, de la mer, de l'essence de sa propre espèce. Toutes les signatures clés, composants indispensables de son monde, sont présentes. Mais son propre olfactif, l'odeur de son espèce, a disparu. Les traces marquant son territoire, les marques qu'il avait apposées pour délimiter son espace, ne sont plus renouvelées. Ses signaux sonores, ses appels et jappements, tout ce qui auparavant les séparait et renforçait leurs liens, ont disparu. Le langage de la dominance, de la réconciliation, de la proximité, tout le système de relations et d'interaction sociale est tombé dans le silence. Dans son esprit, une recherche invisible continue, comme s'il attendait encore une réponse, ne serait-ce qu'un bruit, un signe de vie. Et cette recherche, malgré la diminution progressive de l'espoir, se poursuit semaine après semaine, parce qu'il ne sait pas s'arrêter. Sa conscience, son esprit, sont programmés pour l'attente constante, pour une quote ininterrompue, pour la recherche de signes de présence. Il se sent seul dans une mesure que l'humain ne peut entièrement comprendre. Cette solitude n'est pas seulement une isolation physique, elle est psychologique, existant à un niveau plus fondamental. Et à ce moment-là, lorsque l'environnement alentour semble couvert d'un brouillard d'impuissance et que la dernière chaleur s'évanouit, la température baisse progressivement, le laissant dans un silence sans fin qui semble se resserrer autour de lui. Il reste seul, incapable de comprendre pourquoi tout cela est arrivé. Le battement de chaleur est déjà passé, et le ciel a lentement changé de couleur. Il est passé d'un orange-rose ardent à une voûte gris-brun sombre, dense et lourde, emplie d'une couche de cendres, de poussière et d'une substance inconnue qui a complètement occulté le soleil. Les heures chaudes où la température a atteint un tel seuil qu'elle aurait pu provoquer la mort s'étaient rapidement écoulées. Et, en même temps, le même système thermique dans son corps, celui qui, il y a seulement 6 heures, le soutenait comme un artisan tournant son domaine, a commencé à inverser son mouvement. Il ne s'est pas simplement mis à refroidir son corps, mais est devenu un instrument tentant de conserver la chaleur que son corps ne pouvait plus produire aussi efficacement qu'avant. En creusant davantage, la vraie nature de votre organisme est la suivante. Vous n'êtes pas du tout un être à sang-froid. Non, absolument pas. À l'intérieur de vous, une température stable est maintenue, semblable à celle des oiseaux ou des mammifères. C'est cette capacité à préserver une chaleur interne constante qui fait de vous un chasseur si chanceux. Grâce à cela, vous pouvez être actif à toute heure et dans toutes les conditions, sans avoir besoin de passer 30 minutes au soleil pour faire monter la température de votre corps à un niveau propice au mouvement. Mais cette régulation thermique compense son efficacité à un prix certain. Votre système de maintien de la chaleur nécessite constamment du carburant. Vous brûlez continuellement de l'énergie, et malgré tout, lorsque la nourriture devient rare, votre corps n'apprend pas simplement à éteindre cette chaudière thermique. Contrairement au crocodile, capable de ralentir son métabolisme pendant plusieurs mois, en brûlant presque rien, en attendant des conditions plus favorables, l'humain ne sait pas faire cela. Votre organisme fonctionne toujours, brûle toujours de l'énergie, demande toujours une recharge. La régulation thermique fonctionne avec succès et parfaitement. C'était ainsi il y a 6 heures,
lorsque vous étiez soumis à un refroidissement intense. Et c'est ainsi qu'elle agit maintenant, tentant de vous garder au chaud. Chaque adaptation, chaque ajustement physiologique, évolué au fil de millions d'années, fonctionne sans erreur, comme prévu. Mais dans cette situation, tous ces mécanismes stables se révèlent inutiles. Car les règles selon lesquelles votre corps est habitué à vivre ont changé ce matin. Pourtant, votre corps ne le sait pas encore. Il ne comprend pas. Le problème n'est pas en vous, pas dans votre physiologie. Le problème, c'est le monde extérieur dans lequel vous vous trouvez. Mais votre organisme, dans ses simples chaînes biologiques, ne distingue pas ces différences. Les flammes de l'incendie brûlent encore à l'horizon. Leur éclat orange vif se reflète dans la brume grisâtre du crépuscule. Pourtant, ce n'est plus le feu qui ébranle votre peur. Ce ne sont ni la fumée ni les flammes. C'est ce qui change en vous, ce qui vous procure une véritable sensation d'angoisse. Désormais, le soleil est devenu votre principal souci. Il devait se lever le matin pour illuminer ce monde. Et c'est précisément cela qui fait défaut actuellement. Le rythme monotone des matins chauds, des heures chaudes de la journée et des nuits fraîches, qui a rythmé votre vie depuis la naissance, est aujourd'hui rompu. Ce rythme familier a disparu. Le ciel n'est pas obscurci parce que la nuit est tombée. Il est plongé dans l'obscurité parce que quelque chose là-haut, en haute altitude, a bloqué la lumière du soleil. Et votre cerveau ne peut pas comprendre combien de temps cela durera. Vous sortez de la rivière. L'eau qui vous a sauvé de la chaleur du soleil semble maintenant trop froide. Elle extrait la chaleur de votre corps, ne la restituant pas, mais la chassant et la refroidissant même davantage. Vous avez besoin de réserves de nourriture, car vous avez besoin de carburant pour votre chaudière intérieure, qui ne prévoit pas de s'arrêter. Le monde, qui autrefois vous permettait d'extraire ce vecteur d'énergie, meurt peu à peu dans toutes les directions. Le voile sombre s'abat sur Hell Creek, comme un couvercle lourd qui le scelle à jamais. Et elle, cette obscurité visqueuse, ne lâche pas prise. 3 jours se sont écoulés depuis la disparition du soleil, et vous avez déjà cessé de l'attendre. Il ne renaîtra pas comme avant, comme vous aviez l'habitude de le voir chaque jour. Le ciel reste dans cette même gamme gris-brun monotone, remplie de cendres, de poussière et d'une substance inconnue dont vous ignorez le nom. Une faible lueur intérieure scintillante, vue de loin, ne procure pas de chaleur. Elle ne fait que souligner à quel point votre monde devient plus froid en comparaison avec ce qu'il était auparavant. Hell Creek est si enveloppé de froid qu'il n'y a jamais eu rien de pareil. Ce n'est pas une fraîcheur du soir, c'est quelque chose de bien plus profond, qui pénètre directement dans vos muscles et fait paraître chacun de vos mouvements comme une promenade dans l'eau. Et même si autour, il y a encore beaucoup de nourriture, plus que vous n'en avez jamais vu, les restes d'organismes vivants, après les premiers jours d'extinction, sont dispersés partout. Vous ressentez toujours une impression d'inévitable perte et de mort imminente. Tricératops, Edmontosaures et autres êtres morts, dont il reste peu, gisent en un tas désordonné, décomposés et renversés là où ils habitaient. L'odeur de la mort et de la décomposition est d'une force inimaginable. Une odeur de pourriture, de chair mollie imprègne tout autour. Et c'est précisément cette odeur, inscrite profondément dans votre mémoire subconsciente, qui vous pousse à marcher parmi ces corps. Votre nez semble vous guider d'un cadavre à l'autre, comme une carte tracée de sang et de mort, vous montrant le chemin à travers cette zone de destruction infinie. En ce moment même, la mort est la seule chose à votre menu. Vous mangez parce que vous sentez que le temps s'écoule, qu'il n'en reste presque plus. Et bien que la faim joue son rôle et que vous désiriez vous rassasier, ce besoin de manger n'est qu'une partie d'un tableau plus complexe, car votre voix intérieure, cette partie de vous qui sait que tout cela ne peut pas continuer éternellement, commence déjà à compter les heures, les minutes et les secondes. C'est pourquoi les corps se décomposent plus vite que vous ne pouvez y parvenir. Les cadavres frais deviennent de plus en plus difficiles à trouver chaque jour, pâlis, en décomposition, en train de se dégrader rapidement. Chaque morceau que vous mangez est une sorte de minute empruntée au destin, une pause temporaire qui ne peut durer longtemps. Votre organisme,
semblable à un système de combustible, brûle ses ressources bien plus vite qu'auparavant, s'efforçant de maintenir la chaleur dans un monde qui devient de plus en plus froid, comme si la nature elle-même était effrayée par le changement d'époque. C'est pourquoi vous vous jetez voracement sur une nouvelle victime. Vous déchirez le corps datant de 3 jours, fouillant la chair, grosse comme une canoë, avec des côtes de la taille d'une paume flottant dans vos mains, comme des ponts. Parfois, vous trouvez dans la boue un edmontosaure à moitié enterré, victime d'une falaise côtière effondrée. Vous le déterrez d'un coup de pied et commencez à manger, ressentant la lourdeur douloureuse que le ventre se remplit. Vous parcourez chaque jour des dizaines de kilomètres, le nez plongé vers le sol, glissant sur les odeurs de corps en décomposition et de nourriture, absorbant sans cesse et avec désespoir. Votre corps semble avide de se rassasier, car en vous, il y a cette certitude. Le temps s'écoule, et plus vous avancez, moins il en reste. Le temps dont vous disposez n'est rien d'autre qu'un cadran qui tique, comptant les secondes. Et vous ne savez même pas ce vers quoi ce temps tend, à la disparition de tous les corps restants ou à autre chose. Mais une chose est claire, des carcasses fraîches se font de plus en plus rares sur votre chemin. L'odeur de la décomposition devient de plus en plus forte, et les corps encore accessibles à la consommation sont moins nombreux. Cela se transforme en une bouillie sale de pourriture, et les corps qui, il y a peu, auraient pu vous arrêter, suscitent désormais seuls le dégoût. Ce ne sont plus ces morceaux appétissants qui vous attiraient auparavant. Bientôt, seuls de décomposition en décomposition, excavés par de plus petits scavengers, de corps dont l'odeur est si infâme qu'elle ressemble plus à de la putréfaction qu'à de la nourriture, croiseront votre route. Et pourtant, au moment le plus inattendu, vous le remarquez, un tricératops. Mais ce n'est pas une carcasse morte, c'est un être vivant. La première grande créature que vous rencontrez depuis longtemps, audible dans ses mouvements et sa respiration. C'est un bœuf d'environ 15 ans, bossu, trébuchant sur un ancien terrain qui était autrefois parsemé de fougères, une prairie verte. Aujourd'hui, ce paysage est une terre morte, sèche, tordue, recouverte d'une herbe brune, en décomposition et de feuilles, comme un tapis recouvrant le paysage environnant, envahi par la mort. Il se traîne à travers cet espace désolé, sans but, comme s'il ignorait où il va, et c'est là toute sa tragédie. Tout ce qui aurait pu le soutenir, la nourriture, les plantes vertes, disparaît plus vite qu'il ne peut en trouver de nouvelles. Tout son corps énorme, qui pourrait peser facilement 10 tonnes, nécessite une alimentation constante, tout comme le vôtre. Il souffre de faim. Son mouvement indique déjà qu'il est au bord de l'épuisement. La lenteur de chaque pas, la résistance à peine perceptible dans ses côtes, son refus de lever la tête, tout cela témoigne de sa faim intense. Sa tête est baissée, et ses cornes semblent lui être devenues un fardeau, au point qu'il pourrait ne plus être capable de les soutenir avec ses muscles. Vous avez envie de le tuer, ce serait si simple. Dans un passé lointain, ce aurait été une chasse, véritable, même courageuse. Le bœuf tricératops ne se laisserait pas facilement faire. Ses cornes sont des armes mortelles qui pourraient vous tuer en un instant. À plusieurs reprises, votre vision climatique, votre style de chasse ont été mis à l'épreuve en le défiant avec le destin. Et il ne faut pas oublier que ces cornes ont déjà permis de tuer votre espèce. Elles transperçaient la cage thoracique, traversaient les poumons et le cœur, tuant l'adversaire. Un bœuf en bonne santé, c'est attendre, faire des cercles, feindre la vigilance et espérer le bon moment. Il est une partie ancienne de l'évolution, raffinée par des siècles de lutte pour la survie. Un tel comportement était considéré comme normal. Vous patienter, attendre qu'il se fatigue, saisir le moment opportun et porter le coup fatal. Cela durait depuis des millions d'années, cela était inscrit dans les gènes de votre espèce. Mais cette fois-ci, c'est tout autre chose. Devant vous ne se trouve pas un taureau en chasse ou en défense. C'est une créature faible, épuisée, qui attend simplement que la mort ne puisse plus la retenir. Vous le regardez. Il ne court pas, ne tente pas de s'enfuir, et il semble à peine remarquer votre présence. Ses yeux sont sans vie, ternes, comme s'il était déjà parti depuis longtemps, perdu dans des pensées ailleurs, là où l'on suppose le lieu après la mort,
dans ces profondeurs où vont les animaux quand leurs corps ne peuvent plus lutter contre la dégénérescence. Dans son regard, il y a une horrible apathie, une quiétude de mort. Il se tient simplement là, attendant que son corps épuisé cesse de résister et se rende définitivement. Il ne reste plus aucune étincelle de combat en lui, aucune impulsion intérieure pour survivre, qui le pousserait à lutter pour la vie. Non, ce ne sont plus que des mouvements mécaniques de ses jambes, qui semblent ne pas comprendre que quelque chose d'important, quelque chose de fondamental, s'est produit à l'intérieur. Ses jambes continuent leur marche, mais elles n'ont plus cette énergie qui leur permettait autrefois de parcourir l'espace. Elles semblent n'avoir qu'une fonction routinière, automatique, dépourvue de sens. Tu n'attaques pas. Quelque chose en toi est retenu, et tu ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Peut-être que l'effort nécessaire pour attaquer demanderait trop, plus de carburant que tu n'en as laissé pour justifier une telle tentative. Ou peut-être qu'il ne reste rien qui vaille la peine d'être prouvé, rien de digne d'une preuve de quelque chose d'important. Tout ce qui dictait ta vie auparavant, cette lutte du prédateur contre la proie, cette bataille où ta morsure aurait pu briser la cuirasse et déchirer la chair, tout cela est déjà passé. Ce combat est terminé. Tu comprends qu'il est impossible de gagner, car ton adversaire a déjà perdu bien avant ton apparition. Il tombe devant toi, non pas de son propre gré, et pas parce que tu l'as convaincu, tombe, renversé par la force intérieure si puissante que même le bruit de sa chute n'est pas audible. Il disparaît simplement du champ de vision aussi discrètement qu'il est apparu. Son corps est plié, tordu, comme un vieux arbre rongé de l'intérieur, lentement mais sûrement, jusqu'à se retrouver sur le flanc parmi des fougères mortes. Sa respiration devient de plus en plus superficielle, affaiblie, comme si des volutes d'air froid, provoqués par ses poumons, commencent à se dissiper et à disparaître. Tu observes ce processus, vois le brouillard se former, puis se disperser, vois comment il devient de plus en plus fin pour finalement cesser tout à fait. Le dernier tricératops que tu verras vivant devient une autre facette dans la compréhension de la mort. Un fragment du monde matériel que tu commences à percevoir comme quelque chose d'inévitable. Ce dernier de la triade survivante devient un rappel supplémentaire que ton odorat, tout au long de la semaine, forge en toi une image interne de la mort que tu ressens et perçois comme une partie intégrante de ta réalité. Bien sûr, tu le manges. Que te reste-t-il d'autre ? C'est ta nature, ton essence, et tu feras sans doute ce qu'il faut. Mais quelque chose a changé en toi. La chasse a disparu. Le défi pour lequel tu vivais autrefois a disparu. Tu ne te perçois plus comme un prédateur. Tu es devenu simplement un charognard, découpant en morceaux les débris d'un monde pourri, dévorant tout ce qui reste, car ton corps ne connaît que ça, détruire, manger, survivre. La froideur serre de plus en plus fort l'espace qui t'environne. Le soleil, autrefois source de chaleur et de confort, semble maintenant agir sur la température de manière à ce qu'elle dépasse ce que ton corps peut supporter. Ton métabolisme, cette machine interne qui, pendant 35 ans, a assuré ta domination en travaillant sans relâche, brûle toujours, sans ralentir. Son effort inépuisable continue de transformer l'énergie, cette puissance qui t'a permis de devenir le sommet de la chaîne alimentaire. Et il ne sait ni freiner ni ralentir. C'est pourquoi tu as besoin de plus en plus de nourriture pour garder la chaleur. Mais, à cet instant précis, tes réserves commencent à s'épuiser, disparaissent de ton environnement. Le temps passe et la situation se détériore. Tout le monde autour de toi est recouvert de pluie acide, l'un des symptômes que la catastrophe s'accélère. Certains jours, lorsque ces gouttes te tombent dessus, tu ressens une piqûre aiguë, comme un coup de couteau, comme si de fines écailles autour de tes yeux et de ta bouche étaient tranchées par cette atteinte. L'eau des rivières a changé de goût. Elle a une saveur chimique que ta langue ne peut pas précisément identifier, car elle échappe à tes sensations habituelles. Pourtant, tu la bois, car sinon, qu'est-ce qui pourrait remplacer cette source, ou ce qui pourrait encore donner la vie ? Il faut se nourrir, c'est la seule façon de garder un peu de chaleur. Mais la nourriture se raréfie, elle disparaît. Des pustules infectées sur ta mâchoire grossissent, s'étendent de plus en plus. Tu portes en toi ce parasite depuis de nombreuses années,
et il a laissé de petites ulcères et blessures sur ta mandibule inférieure. Au début, on ne leur prêtait pas attention, car ton système immunitaire faisait face. Mais le temps a passé, et maintenant la défense s'affaiblit. Le stress, le froid et la pénurie de nourriture épuisent peu à peu ton corps de l'intérieur. Ces blessures commencent à s'infiltrer dans les tissus mous de la gorge, et avaler devient douloureux. Pendant ce temps, les carcasses d'animaux morts plus tôt continuent de pourrir et de se décomposer, se transformant en abris pour une diversité incroyable d'entités. Au 10e jour, la fenêtre de la salvation se referme presque. Ces corps, qui t'avaient aidé à durer plus longtemps auparavant, sont désormais trop vieux, enflés et recouverts de nombreux insectes qui, d'une manière mystérieuse, ont survécu à tout autour d'eux. Les morts vivants rares sont de plus en plus difficiles à trouver. Il n'y a pratiquement plus rien à manger, car les êtres vivants ont presque disparu. Tu avances chaque jour, parcourant de plus en plus de kilomètres, dépensant toujours plus d'énergie, brûlant de moins en moins de ressources, tout en cherchant de moins en moins souvent. Ton système olfactif fonctionne sans défaillance. Cette immense, puissante machinerie sensorielle, considérée comme la plus forte parmi tous les animaux terrestres, peut continuer à surveiller le monde qui l'entoure, en analysant chaque molécule d'odeur, en créant une carte détaillée de tout ce qui se trouve à plusieurs kilomètres à la ronde. La nuit sombre tant attendue pour cette cartographie arrive. Celle où auparavant, l'environnement était peint en riches et multicolores teintes par les odeurs du monde vivant. À cette époque, il y avait des traces sensibles de proie, des traces fines où les animaux se réfugiaient, des marques délimitant les territoires, des phéromones attirant leurs semblables pour l'accouplement, des odeurs de verdure fraîche, celles des rivières et des lacs baignés par le courant. Tout cela composait une palette d'arômes complexes et harmonieuse, pleine de vie. Et maintenant, il ne semble rester qu'une seule note. Elle résonne comme un cri désespéré de mort, qui peut prendre différentes formes, de l'agonie progressive à une fin soudaine de vie. La vieille mort passée depuis longtemps, la nouvelle fraîche apparaissant à la dernière seconde, ou celle qui s'est évaporée dans l'oubli peu avant. Tout cela s'assemble en un seul signal déclinant, frappant à la fois l'œil et le nez. L'odorat, qui autrefois aidait à repérer chaque cachette, chaque point où la vie se cachait, indique maintenant uniquement où elle n'est plus. Toute la beauté et la richesse des arômes qui formaient la carte du monde ont été détruites et remplacées par un silence mortel des traces olfactives. Le dernier corps retrouvé à proximité, déjà trop desséché pour approcher et toucher, tu jettes tout de même un coup d'œil et évalues mentalement les odeurs. Ensuite, levant la tête, tu commences à écouter, percevant non plus avec les yeux, mais avec ton odorat. Tu captes avec ton flair des kilomètres autour, chaque odeur, chaque réaction chimique, chaque trace laissée par quelqu'un ou quelque chose. Et peu importe comment tu le vois, cet espace paraît... Non, il est entièrement vide. Il n'y a aucune trace de vie, aucun signe de la présence même d'une seule âme vivante. Tout a disparu. En 2,5 millions d'années, depuis l'apparition de ton espèce, aucun être intelligent n'a jamais rencontré une telle situation, celle où presque tout a disparu. Et il n'y a plus rien pour chasser ou collecter à des fins de subsistance. Il y avait toujours quelque chose, au moins un peu, pour trouver, pour comprendre que l'énergie vitale est toujours quelque part présente. Et maintenant, le vide et l'oubli. Avant de conclure cette histoire, je tiens à vous inviter à apprécier cette vidéo. Si elle vous plaît, à la critiquer pour qu'elle soit plus facile à trouver et à voir. Et continuez à regarder, car devant nous se profilent beaucoup de scénarios similaires et d'incursions dans des mondes hypothétiques du futur. Dans le cas où cette vidéo atteindrait 30 000 likes, le commentaire le plus populaire déterminerait la nature du prochain événement ou de la prochaine simulation similaire. Et maintenant, revenons à l'essence de ce qui se passe. Environ la 3e semaine après la disparition de la nourriture, votre corps commence progressivement à réaliser qu'il n'y en aura plus et il doit chercher des moyens alternatifs pour survivre. Les premières réserves à disparaître sont celles de graisse, celles que vous avez accumulées dans les premiers jours, lorsque toute la vie semblait riche et abondante. Ces réserves d'énergie, accumulées durant les premiers jours, voire semaines, pour assurer le fonctionnement de l'organisme,
commencent à fondre rapidement. Habituellement, la graisse peut servir de réserve d'énergie pour une année entière. Imaginez. Mais maintenant, après que votre métabolisme fonctionne à un rythme limité, ces riches réserves graisseuses disparaissent en quelques jours. 2, maximum 3 jours. Et votre corps puise dans toutes ces réserves de graisse accumulées, les transformant en énergie. Ces réserves sont sa seule source fiable de nourriture. Elles disparaissent avant même que la plupart d'entre vous ne s'en rendent compte. En réalité, votre organisme est une machine très puissante, mais très mal équipée, conçue pour un travail constant et non pour l'inactivité. Il a été programmé pour extraire et transformer activement l'énergie, pas pour rester inactif. Lorsque les réserves de graisse sont épuisées, le corps prend des mesures plus radicales. Il commence à rechercher d'autres sources d'alimentation. En premier lieu, les protéines. En d'autres termes, votre corps commence à décomposer ses propres muscles, ces structures massives qui faisaient de vous ce que vous êtes. Ce sont les muscles des jambes, capables en un jour de porter votre corps sur 40 mètres, les doigts, avec lesquels vous saisissiez et reteniez votre proie. Les muscles de la mâchoire, dotés d'une force qui vous permettait de mordre n'importe quoi, même la peau la plus épaisse et les os, ainsi que le cou, supportant une tête de la taille d'une baignoire. Tout cela, vos muscles, commencent à se décomposer, se fragmentant en parties constitutives, afin que l'organisme puisse les utiliser comme carburant, en abandonnant ses dernières forces pour quelques heures de plus, dans le seul but de survivre. Et ressentir cela, pas à travers la pensée, car l'esprit ne se concentre plus à ce moment-là, mais à travers des sensations. La lourdeur dans les bras et les jambes, qui devient de plus en plus forte avec le temps, se répandant à travers tout le corps. Les distances qui auparavant semblaient insignifiantes, seulement quelques mètres, deviennent maintenant une tâche impossible. Vos jambes tremblent de faiblesse lorsque vous essayez de vous lever, et la mâchoire vous fait mal, même avant que vous n'essayiez d'avaler un morceau de nourriture qui, bien sûr, n'existe pas. Vos côtes deviennent de plus en plus visibles sous la peau, comme si votre corps devenait de plus en plus transparent. Les muscles, qui auparavant remplissaient votre tête d'une largeur et d'une puissance semblables à celle d'un prédateur à mâchoire puissante, ont disparu. Il ne reste que de fines silhouettes en ombre. Votre masse, le 7e miracle, qui pesait un peu plus de 8 tonnes il y a un mois, s'est transformée en quelque chose ressemblant à un squelette ou une coquille vide, dépourvue de toute densité et de toute force. L'infection dans la gorge, qui avait débuté en haut, s'est propagée plus loin. Des ulcères malodorants, apparus sur la mâchoire, ont perforé les tissus mous, les dissolvant patiemment et impitoyablement. Chaque déglutition est une douleur aiguë qui transperce les nerfs déjà incapables de comprendre ce qui se passe. Chaque mouvement, une épreuve douloureuse, et tout à l'intérieur semble se décomposer, se simplifier jusqu'à un niveau de douleur et de souffrance primitive. Tu te heurtes à un cadavre, à peine comestible, une création longtemps restée là à se décomposer peu à peu, dont on est aperçu, de loin, un arôme à peine perceptible, presque insaisissable de pourriture. La moitié de cette masse en décomposition suscite uniquement du dégoût, et tu sens que la viande ulcérée est infiniment douloureuse à avaler, presque prêt à abandonner cette tentative. Mais tu te forces quand même à avaler, car tu n'as pas d'autre choix. Stopper, c'est mourir. Ton organisme n'a pas encore appris à lutter contre cette idée. Il continue à s'accrocher à l'espoir. La froideur constante est devenue pour toi la normalité, comme une couche qui ne disparaît pas ne serait-ce qu'une seule seconde. Le ciel, comme une couverture grise, sans s'éclaircir, et tout ce qui t'entoure semble sans vie, comme si les murs du ciel dissimulaient quelque chose qui maintient la lumière hors de portée, sans aucun signe de faiblesse de cette obscurité. La température ambiante a chuté à un niveau si bas qu'elle dépasse tous ceux auxquels tu as pu faire face. Elle s'est installée au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Ton mécanisme thermique fonctionne encore, tentant de conserver la chaleur à l'intérieur du corps, souffrant d'une lutte continue contre cette froideur artificielle. Il dépense une énergie qui n'existe plus depuis longtemps sous des formes habituelles pour maintenir les fonctions vitales, bien que les organes responsables commencent à flancher. Mais même cette rude lutte contre le froid n'est pas la chose la plus effrayante dans ce monde.
Ce n'est pas là que réside la plus grande douleur. Pas dans la faim ou dans ce seuil de douleur transitoire qui devient de plus en plus tolérable, si bien que même la douleur ne semble plus la chose la plus terrifiante. La pire de tout, c'est le silence. Un silence complet, absolu, qui t'enveloppe de toutes parts, comme si les sons du monde avaient disparu à jamais. Combien de semaines se sont écoulées depuis que tu as ressenti l'odeur d'un autre T-Rex? Bien plus longtemps que tu ne peux compter exactement. Le temps a perdu toute signification. C'est une obscurité lente et constante, enveloppant un paysage déjà sans vie et désespéré. Ton nez continue de fonctionner, aspirant sans relâche l'air et cherchant d'éventuelles traces, des marques chimiques, des signaux homonymes de parade nuptiale qui se dissolvaient dans le vent, ou des vibrations profondes traversant la terre. Tout ce qui aurait pu donner une lueur d'espoir d'un autre congénère dans ces conditions lugubres. Mais tous ces efforts sont vains. Il n'y a aucun signe d'activité vitale. Tout votre sens olfactif, ce système complexe qui scrute constamment les environs à des kilomètres à la ronde, donne des résultats identiques. Tout ce langage de signaux chimiques qui liait votre espèce depuis des millions d'années, des marques de dominance, des manifestations de liens familiaux, des marques de territoire, des signaux d'accouplement, tout ce qui était source d'information a disparu. Le silence a tout envahi. Personne ne dépose de nouvelles marques, personne ne répond aux appels. Il n'y a plus de traces, plus de figures en mouvement. Vous êtes le dernier de votre espèce. Et bien que vous ne puissiez pas pleinement comprendre ce que signifie être l'unique représentant de votre race, votre organisme ressent inconsciemment que quelque chose dans le monde est profondément brisé. Des signaux d'alerte, des alarmes angoissantes, lancées dans votre cerveau depuis plusieurs semaines, pulsant au rythme des hormones du stress qui circulent dans votre système affaibli. Et tout cela parce que vos instincts crient que cette vacuité, ce vide, ne peut pas exister. Ce monde ne doit pas être si silencieux. De temps en temps, votre conscience continue de chercher, car chercher, c'est tout ce qu'elle a appris en 40 ans de vie, et c'est la seule manière de comprendre ce qui se passe. Ces 40 ans d'expérience sont codés dans vos réseaux neuronaux, dans vos bandes de mémoire et vos habitudes. Tout ce que vous saviez sur la façon dont les victimes se rassemblaient dans le monde, à la lumière du matin, comment se déplaçaient les rivaux sur les terres qu'ils partageaient, sur les rythmes saisonniers d'un écosystème vivant, tout ceci s'est maintenant avéré inutile. Toutes ces informations qui avaient un sens auparavant n'ont plus d'importance. Le monde décrit par ces connaissances a disparu. Et un matin ordinaire, vous êtes occupé à vos affaires habituelles, et tout paraît aussi banal que n'importe quel autre jour. Aucune dramaturgie. Vous ne tombez pas au combat ni en marchant. Vous essayez simplement de vous relever après avoir passé la nuit au même endroit où vous étiez allongé. Mais vos jambes ne répondent pas. Vos muscles, épuisés après des semaines où votre corps s'était littéralement dévoré lui-même, ne peuvent même plus soulever les restes de votre corps. Vous faites une tentative, encore et encore, 1, 2 fois, puis vous vous arrêtez. Maintenant, vous reposez sur la terre froide, recouverte de cendres. Le ciel, cette éternelle obscurité gris-brun. La chaleur s'échappe à nouveau. Ou peut-être est-ce parce que votre corps ne peut plus retenir la chaleur intérieure. Le tissu thermique dans votre crâne essaie encore de réguler la température, mais la progression est difficile, et le froid ambiant en ces instants semble inévitable. Bien que des millions d'années d'évolution inscrites dans vos os continuent de fonctionner, il ne reste presque plus rien en vous qui puisse être régulé ou contrôlé. Vos yeux, ceux qui contemplaient les levées de soleil à Hall Creek pendant près de 35 ans, sont désormais fixés vers un ciel qui n'héberge plus la lumière familière. Votre vision aiguë, habituée à percevoir les moindres mouvements et détails dans l'immensité des plaines anciennes, ne capte désormais qu'un flux implacable de vent traversant des arbres morts et des paysages brûlés. Votre odorat, conçu pour détecter les arômes d'un troupeau, de rivaux ou d'autres créatures à de vastes distances, ne perçoit aujourd'hui que l'air froid et les restes de la désolation, déjà dispersés avec la mort récente. Votre narine effectue la dernière inspiration, sourde et lente, comme une image gravée dans l'instant de la mort imminente. Vous sentez l'odeur de cendres, de terre refroidie, des traces de mort jadis effacées, laissées il y a des semaines, et plus rien ne semble capter vos sens.
Aucune trace de proie ou de concurrent. Aucune trace de famille ou de groupe. Tout a disparu. Votre ultime vibration vitale, le battement silencieux du cœur qui s'éteindra bientôt, et le dernier souffle qui s'évanouira lentement. Et à cet instant, le plus parfaitement conçu des prédateurs de l'histoire de la Terre se transforme en ce que l'impact de l'astéroïde en a fait, en rien. En disparition, dans la poussière et la cendre du temps. L'astéroïde ne vous a pas tué directement. Il n'a pas porté le coup fatal en priorité. La collision a eu lieu à seulement 2000 miles au sud, et la première onde de choc, les premières explosions, ne vous ont à peine effleuré. Vous avez traversé cette explosion, survécu malgré la chaleur ardente qui, semblait-il, aurait dû embraser tout ce qui vivait autour de vous. Vous avez trouvé de l'eau, réussi à rester à flot et à faire passer votre vie à travers l'horreur de ce cataclysme. C'est précisément le froid, l'obscurité, les pluies acides, les infections et autres obstacles célestes qui ont joué leur rôle. Mais ce ne sont pas eux qui vous ont complètement détruit. La véritable cause de votre extinction réside dans ces millions d'années de décisions parfaites de la nature. Dans ce qui vous rendait majestueux et puissant, dans ce qui faisait de vous le sommet de l'évolution, tout s'est avéré mortel dans ce nouveau monde. La taille qui vous conférait le contrôle sur chaque paysage sur lequel vous aviez posé le pied est devenue votre faiblesse, car vous ne pouviez pas vous réfugier sous terre comme les mammifères, ni vous cacher dans la boue des rivières comme les crocodiles. Votre activité métabolique, qui vous permettait de chasser avec une énergie inégalée, ne pouvait diminuer, et donc vous étiez condamné, car la nourriture devenait de plus en plus rare. Vos sens exceptionnels, destinés à rechercher de gros proies en déplacement dans l'immensité, continuaient obstinément à rechercher, mais en vain. Partout, il n'y avait que le vide. L'évolution ne conçoit pas la vie en prévision d'une catastrophe. Elle crée pour le monde existant, et c'est précisément pour ce monde que vous étiez parfait. Mais ce même monde a disparu en un seul jour. Les crocodiles ont survécu parce qu'ils pouvaient simplement baisser leur température corporelle, ralentir leurs systèmes internes au minimum et attendre, littéralement en patientant, en brûlant de façon agonisante, en survivant en piétant avec les restes des ressources. Les mammifères sont restés parce qu'ils étaient rares, adaptables et capables de se nourrir de presque n'importe quoi, insectes, graines, champignons et tout ce que la planète mourante pouvait offrir. Les oiseaux, qui ont réussi à survivre à ce catastrophe, étaient des universaux, capables de tirer profit de presque tout. Ils n'étaient pas aussi exigeants, flexibles et adaptables à tout. Et vous ne pouviez faire aucune de ces choses. Votre taille et votre soif, votre spécialisation et votre perfectionnement absolu, tout cela vous a prédéterminé en tant que sommet du prédateur pendant des millions d'années. La conception perfectionnée par la nature vous rendait invincible et inégalé, incarnant tout ce que l'évolution pouvait offrir de meilleur. Mais c'est justement ces qualités que vous avez utilisées pour former une puissante machine de chasse, et elles sont devenues votre faiblesse mortelle lorsque le destin de la Terre a changé à jamais. Toute la cruauté de cette fin réside dans le fait que vous n'étiez ni faible, ni mal conçu, ni simplement le fruit du hasard. Vous étiez le sommet de la création de la nature, la meilleure réalisation de l'évolution dans l'histoire pour l'environnement dans lequel vous viviez. Mais lorsque le catastrophe est arrivé, votre grandeur a joué contre vous. Car être le meilleur signifiait être parmi les premiers à faire face à la destruction. Et exactement 66 millions d'années après cet événement terrible, l'un de ces mammifères qui vous ont survécu excavera vos restes. Il pourrait alors penser que votre fin s'est produite en un instant, comme si la roche vous avait avalé immédiatement. Mais ce serait faux, car la vérité est bien plus complexe et subtile. L'histoire de votre disparition est celle de la façon dont la grandeur et la perfection peuvent entraîner la destruction, et pourquoi les plus forts, en un instant, se retrouvent totalement dépourvus de préparation face à la nouvelle réalité, transformant leur victoire et leur réalisation en stigmates, et leur destinée en une illusion d'éternité. Si cette vidéo vous a plu, je vous serai très reconnaissant pour votre attention et votre soutien, qui se manifeste par un like,
ainsi que pour laisser un commentaire avec vos réflexions sur quels autres dinosaures vous aimeriez voir dans de futures simulations ou sur d'autres événements massifs d'extinction qui pourraient devenir le sujet de nouvelles recherches et vidéos. Je serais particulièrement intéressée de comprendre à quoi pourrait ressembler la scène de la disparition du mégalodon, un gigantesque requin qui a autrefois dominé les profondeurs de l'océan terrestre. C'est pourquoi, peut-être, dans un avenir proche, je créerai une vidéo sur ce sujet, en explorant divers scénarios de sa disparition. Si la vidéo atteint 30 000 likes, je commencerai certainement à créer une simulation basée sur le commentaire le plus populaire et intéressant sous cette vidéo. Je valorise beaucoup cette interaction et j'essaie de prendre en compte toutes vos suggestions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ainsi, vous serez toujours au courant de toutes les nouveautés. Et si vous souhaitez découvrir une autre de mes œuvres, vous pouvez suivre le lien vers une autre vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment. Quoi qu'il en soit, je serai heureux de vous rencontrer et de collaborer sur des sujets intéressants.